Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le 22 mai dernier, Equinox Soir consacrait son édition de ce jour-là à ce qui pouvait être considéré comme immobilisme dans la magistrature, avec pour conséquence de nombreux postes vacants et une absence de promotion de magistrats. À l'origine du problème, l'absence de convocation du Conseil supérieur de la magistrature. 3 ans déjà que cette haute instance ne s'était plus réunie. Il est vrai que certains de ses membres décédés n'avaient pas toujours été remplacés, mais force est également de reconnaître que le mandat de ses membres, entamé le 24 décembre 2014, devait naturellement s'achever le 23 décembre 2019. Depuis 2017, le Conseil supérieur de la magistrature n'avait plus été convoqué. Tout laisse donc croire que ce sera chose faite depuis que le président de la République a procédé à la nomination et des membres titulaires et des membres suppléants, ainsi que du secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui va donc permettre à l'auguste institution de sortir de sa longue léthargie. Une bonne chose, en fait, pour les auditeurs de justice sortis depuis trois saisons déjà, on va le dire comme ça, ainsi que les magistrats en attente de promotion. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information suivie du 20h de Cédric Nouffelet, le 20h le plus attendu, et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Imminence d'un Conseil supérieur de la magistrature, conséquence d'une absence prolongée. Pour en parler, je suis en plateau ici à Douala, Bonakwaman, dont nous produisons cette émission Equinox Soir, émission d'utilité publique. À ma droite, je commence par Maître Fabien Kenyé. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge-Alain. Bonsoir, Monsieur le conseiller Biliga, excellent confrère aîné, pour qui j'ai beaucoup d'estime malgré le fait que nous nous opposons sur un certain nombre de points sur le plan politique. Cela dit, je voudrais dire bonsoir à Maître Pensi, avec qui nous sommes en totale connexion, à tous les autres panélistes et surtout aux nombreux téléspectateurs de la télévision du peuple. Voilà, merci. En face de vous, justement, Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, Maître. Bienvenue une fois de plus. Oui, merci. Merci, je suis content d'être là aujourd'hui. Une fois de plus. Fois de plus. La dernière fois, nous avons parlé de ce sujet. Oui. Et je pense que nous allons... Le président nous a écoutés. Je voudrais quand même vous faire comprendre que tout à l'heure, vous avez fait état de décret de président de la République de mai 2019 où il avait procédé au remplacement de 3 décédés. Le 30 mai 2019. Oui, il y avait un membre de l'Assemblée nationale, monsieur qui remplaçait Lundu. Oui. Monsieur Lundu. Il y a madame Kunegon qui remplaçait monsieur Ateba Ombala. Oui. Et il y avait monsieur Amadou Ali. Monsieur Amali qui remplaçait monsieur Amadou Adoudi. Oui. Donc, à ce moment-là, à ce niveau-là, le conseil était au complet. Oui. Il aurait donc pu siéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle Assemblée nationale qui est intervenue. On a changé on a reconstitué, on a changé les anciens membres de l'Assemblée nationale qui ont été remplacés par les nouveaux. Je crois que c'est la seule innovation particulière, que ce soit au niveau des titulaires qu'au niveau des suppléants. Mais je veux dire donc que... Il y a aussi le secrétaire qui change. Oui, le secrétaire change parce qu'il y a eu, entre-temps, il y a eu la mort de l'ancien secrétaire. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, en toute logique, on peut imaginer que ça peut être... Tout est prêt pour que le Conseil de la magistrature siège. Oui, on fait d'abord les civilités, on va continuer. On va vous rentrer déjà dans le débat, maître. Excusez-moi. Donc, parce que vous m'avez posé la question, c'est pour ça que je vous disais... Oui. Est-ce que le président nous a écoutés? Je ne peux pas le dire avec certitude. Ok, on va revenir là-dessus. On va donc prendre en duplex, on va commencer par Maître Russell Chemot. Bonsoir, Maître.
profiter de cette occasion aussi également pour dire bonsoir à tous vos téléspectateurs, nombreux dans la République, puisque je sais que c'est l'émission de l'heure à partir de 20h. Et bien évidemment, je manquerai possibilité d'usage avec enfin mes confrères aînés. Je vais commencer tout d'abord par monsieur le conseiller émérite, monsieur Pincy Emmanuel. Bien évidemment, monsieur le trésorier conseiller Biliga, et à mon confrère aîné Kenyé, et à vous en studio. Voilà, Russell Chemou, avocat au barreau du Cameroun. Vous m'avez dit que c'est la préséance. On va attaquer parce qu'il a beaucoup d'années de barreau derrière lui. Lui, c'est Maître Emmanuel Pincy. Bonsoir, Maître. Bienvenue. Bonsoir, Serge Alain. Et puis, je suis content de vous avoir. J'ai été un peu souffrant pendant 3 semaines. Oui. Et je récupère la forme. Alors, je suis bien content qu'on discute du Conseil supérieur de la magistrature. Et oui. Effectivement, vous avez utilisé des mots qui sont très justes, qui concernent sa léthargie, parce que je crois que depuis 2017, il ne s'est pas réuni, oui. Et il était incomplet, et ça posait d'énormes problèmes au niveau de la magistrature, parce que vous savez très bien que c'est seul le président de la République qui le convoque, et il doit, dans ses prérogatives, procéder à l'avancement, à l'intégration des magistrats, aux affectations, aux postes, etc., et à la discipline. Voilà. Donc, depuis 3 ans, rien ne se passe. Nous étions très inquiets. Maître Pincy, j'ai dit, c'est vous le doyen, la présidence oblige, je commence là par vous. La première question, le président a procédé hier à la nomination des membres et titulaires et suppléants, ainsi que du secrétaire. Et dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, article 38, alinéa 1, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à la présidence de la République sur convocation du président de la République. Alinéa 2, l'ordre du jour des réunions est arrêté par le président de la République. Maître Pincy, dites-moi, est-ce que tout est donc réuni pour que le Conseil se tienne, on va le dire, enfin, après 3 ans? Est-ce qu'après ces nominations, le Conseil va se tenir enfin? Je pense que le Conseil est actuellement au complet, ce qu'il n'était pas depuis un certain nombre de temps. Et je crois que je suis content qu'on ait nommé comme secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature un magistrat qui était avec nous à Douala, le président Abel Minko, qui était président de la Cour d'appel de Douala il y a quelques années, et que moi j'ai connu il y a à peu près 35 ou 36 ans, quand il a commencé à travailler à Douala. Donc c'est quelqu'un, je dois dire, qui connaît très bien ce travail. C'est lui qui prépare le Conseil supérieur de la magistrature. Il le connaît, il connaît les magistrats. Je dis, il vaut mieux tard que jamais, mais je crois que c'est une mauvaise chose que le Conseil ne se tient pas à temps. Mais ça, c'est pour tous les problèmes. Vous savez, même par exemple, regardez cette histoire de la finale de la Coupe, en regardant le football. Si le président de la République n'est pas là et ne convoque pas, eh ben, il n'y aura pas de finale. Et en ce qui concerne la magistrature, vous avez des jeunes hommes qui sont sortis, qui sont dans des situations financières excessivement difficiles. Vous avez pas mal de magistrats qu'on souhaite, nous, en tant qu'avocats et les justiciables, qu'ils aillent ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de retard qui sont dus à des lenteurs judiciaires inextricables. Et sur ce point-là, je crois que Biliga devait être là. Enfin, nous avons été convoqués, tant que je me souviens, par le ministre d'État, ministre de la Justice, en novembre 2016, et nous avons fait un certain nombre de récriminations, et parmi lesquelles il aurait fallu qu'on changeât pas mal de magistrats de leurs fonctions. On dirait qu'ils ont des titres fonciers dans ces fonctions-là où il y a beaucoup d'abus et des situations inextricables. Je voudrais d'ailleurs rappeler, et je dois dire sur des problèmes d'actualité, si vous regardez maintenant les successions riches, ne parlons pas des successions sur propre ISO, mais déjà celles concernant la famille Sohen, ou bien celles qui concernent les Kadji. Vous avez une flopée, et moi je parle de ce qui se passe à Douala actuellement, de procédures dont on ne sait plus quoi en finir. Et vous avez également
s'agissant d'une procédure qu'on appelle devant la Cour d'appel de défense et exécution, mais des décisions qui sont rendues défense et exécution, mais qui ne sont pas rédigées. Et vous avez tout simplement une situation très compliquée au niveau de la Cour d'appel aussi bien de Douala que d'autres, il faudra apporter des réformes. Je dis que, d'abord, il manque de magistrats partout. Les greffiers sont dans une situation très compliquée. Les décisions ne sont pas rendues. Il y a des décisions, moi j'ai par exemple une décision qui dure depuis, je dis à la Cour suprême, et on n'a pas encore fini d'exécuter, depuis 1989, c'est-à-dire depuis 31 ans. Et ça, je peux vous dire, j'ai une autre décision rendue en 1983, dont aussi bien mes clients qui étaient des employés qui sont morts, la société est fermée et la Cour suprême, il y a 2 ans, me demandait de conclure. Donc, on est dans une situation terrible actuellement qui est inacceptable pour tous les avocats et pour tous les justiciables. Et je dois vous dire que là où il n'y a pas de justice, ça pose un problème au niveau de la démocratie. C'est pour ça que j'espère vivement qu'avec ces nouvelles nominations, le président de la République va pouvoir convoquer rapidement le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il puisse jouer son rôle. Voilà, merci. On va rester à l'extérieur. Maître Chemon, à vous également, toutes ces nominations qui sont arrivées hier, est-ce que cela présage de beaux jours en fait pour les magistrats, surtout les auditeurs de justice qui sont en attente depuis, ça fait 3 cuvées de l'ENAM, qui attendent? Oui, mon cher Serge, c'est vrai que certains se réjouissent déjà. À en croire l'intitulé de la thématique qui nous réunit ce soir, lorsque vous parlez de l'imminence, c'est vrai que je ne sais pas d'où tenez cela. Nous sommes habitués à une sorte de lenteur et je ne suis pas très sûr de ce que les informations que vous avez glanées, je sais que vous êtes très introduits, que cela présage de ce que bientôt le conseil va se tenir. On a déjà mis la marmite au feu, les tables, les assiettes, les couverts sont positionnés. Maintenant, il ne manque que la prière du grand chef. S'agissant de la nomination, la constitution du conseil hier, déjà, comme l'a relevé le confrère aîné, Maître Pincy, nous félicitons, moi personnellement, je félicite la nomination du très président Abel Minko, que je voyais ailleurs même, je voyais comme conseiller du chef de l'État. Et c'est quelqu'un qui a eu, nonobstant ma jeunesse, c'est quelqu'un que nous avons eu l'avantage et le plaisir de côtoyer ici à la Cour d'appel du littoral. C'est un très grand magistrat. Et moi, j'ai l'avantage de le connaître un peu personnellement. C'est quelqu'un de très professionnel et de très humain. J'espère que son arrivée dans ce conseil aura pour effet de dynamiser ces structures qui a tendance à être un peu appartenant à une certaine caste et qui va faire bouger les choses au regard de ses fonctions administratives et du traitement des dossiers. Aussi, s'il y a quelque chose que je pourrais décrier, n'en déplaise peut-être à certains, quand je protestais le texte sur le Conseil supérieur de la magistrature, je me suis rendu compte que le secrétaire du Conseil de la magistrature doit uniquement être un magistrat qui vit à Yaoundé. C'est dit que si un magistrat qui serait du même pédigré que le président Minko se trouve hors de la ville de Yaoundé, qu'il sache déjà qu'il ne pouvait pas espérer avoir ce poste. Maintenant, s'agissant des stagiaires, des auditeurs de justice, je vais dire comme ça, sûrement, ils sentent que les choses bougent, mais il faut dire que la lenteur accusée par la tenue de ce conseil crée un énorme préjudice, sûrement pas matériel, je dirais moral, puisque vous savez, ces auditeurs sont formés et sont connus actuellement, même dans les familles, dans la cité, comme étant des magistrats, je dirais entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas encore prêté serment. Et rendez-vous compte, je vais profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à un jeune auditeur de justice qui a perdu la vie dans un accident à Yaoundé, vous voyez, qui attendait sûrement d'être sorti et d'être affecté à un poste de fonction. Et vous constaterez qu'actuellement, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 3 promotions. Il y a 3 promotions actuellement qui sont en train d'attendre. Et je me demande, lorsque ces auditeurs de justice sont en train d'attendre, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se recyclent?
Est-ce qu'ils sont encadrés? Est-ce qu'ils se forment? Vous savez, la formation qu'ils ont acquise à l'ENAM coûte cher et a besoin d'une permanence. Vous savez, dans ce genre de fonction, puisque nous, dans la fonction judiciaire, il faut activement et de manière permanente dans la formation, dans le traitement des dossiers. Vous savez, en 3 ans, en 2 ans, en 4 ans, on peut oublier beaucoup de choses. Et je prendrai à témoin l'un de vos récents reportages que vous avez fait sur l'enseignement, où un enseignant relevait que le fait que des élèves soient restés à la maison dans le cadre de la pandémie Covid pendant 2 mois, on dirait qu'ils ont tout oublié. Que dit des auteurs de justice qui sont au quartier depuis 3 ans? Et dit que demain, s'ils sont nommés, ils vont occuper des postes et commencer à traiter les dossiers sans un recyclage et une formation. Donc, ce que je dirais d'entrée de jeu, c'est cela. On se réjouit, mais moi, je reste sur ma soif puisque nous sommes habitués. On peut nommer et attendre, puisque reste sur ma soif parce que vous savez, c'est pas parce qu'on a nommé hier des membres du Conseil supérieur de la magistrature qu'elle va se tenir demain. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on potasse les textes qui organisent le Conseil supérieur de la magistrature, on se rend compte qu'avant la tenue du Conseil, il y a un travail en amont, puisqu'effectivement, l'artificier qui est le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature doit traiter des dossiers, doit être en liaison avec tous les services permanents et autres. Donc, il y a tout un travail en amont. Il faut que le président Minko prenne les dossiers en main, qu'il prenne corps avec les dossiers en cours, qu'il ait des échanges avec les personnalités qui viennent d'être nommées. Et n'oubliez pas aussi que ceux qui viennent d'être nommés doivent prêter serment devant le président de la République, surtout les personnels non magistrats, les personnes non magistrats. Bon, c'est vrai que cela peut se faire le jour de la tenue, avant le début des travaux, bien évidemment. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je reste sur ma soif en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup. Maître Fabien Kenyé, vous aussi, vous êtes un peu dubitatif. C'est pas pour demain. Conseil, même comme ça fait 3 ans qu'on attend. Serge Alain, si vous le permettez, d'emblée, je voudrais dire en ce qui concerne les questions de forme. Oui. Voyez-vous, il a fallu que le Créateur, tous, pour que tout le monde se mette en branle. Quand je m'en tiens à votre thème, l'éminence d'un conseil de la magistrature. Au regard des nominations. Au regard des nominations. D'hier. Vous vous rendez compte? Il a bien fallu qu'après 3 ans, le Créateur se réveille pour qu'on en arrive là et que la télévision du peuple elle-même nous convoque pour ce genre de débat qui va suffisamment, je crois, à la fin édifier un certain nombre de Camerounais. Au-delà de cette convocation, au-delà de l'imminence du Conseil supérieur de la magistrature, moi je voudrais dire, quand vous auscultez la Constitution du Cameroun, elle vous dit à son article 37, si je ne me trompe pas, que la justice est rendue au nom du peuple camerounais et que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux. Voyez-vous. Lorsqu'on a eu dit ça, que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux, que vient faire l'exécutif là? C'est un problème fondamental. Et c'est ça tout le problème du retard accusé, parce que nous avons toujours été habitués. Ce n'est pas nouveau. Pas le retard dans l'exécution dont fait montre l'homme qui tient en main notre destin ou le destin du peuple camerounais depuis pratiquement 38 ans. La Constitution consacre la séparation de pouvoir. Donc le pouvoir judiciaire devait être autonome. Il devait être totalement connecté pour peu qu'on s'en tienne à la Constitution. Et c'est cette malgouvernance-là qui fait en sorte que nous en arrivions à nous retrouver sur un terrain où nous avons pratiquement 3 formations successives d'auditeurs de justice qui sont là sans emploi. Alors et surtout que la justice du Cameroun manque du personnel. Alors et surtout que la carrière du personnel judiciaire devrait être gérée depuis pratiquement 3 ans. Nous en sommes là à attendre. Vous parlez d'éminence. Je ne suis pas convaincu que ce sera pour demain. Et quand bien même ce sera le cas, la justice camerounaise passe pour être l'un des systèmes judiciaires, pour être l'une des justices les plus corrompues du monde. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis pour la simple raison qu'elle est infiodée
à l'exécutif parce que c'est l'exécutif qui gère la carrière. La même constitution dit que c'est le président de la République qui nomme aux fonctions civiles et militaires, voyez-vous. Oui. Alors, et surtout que on déclare une justice indépendante et il se retrouve que c'est le chef de l'exécutif qui nomme les magistrats et autres. Et dans le rendu de la justice, dans le fonctionnement au quotidien, tant que l'exécutif n'a pas décidé, sur le contraire de mon confrère Maître Bilga, conseiller, nous avons assisté au procès où c'est une habitude. Pour prendre parfois leur réquisition, les magistrats sont obligés de faire suspendre les décisions pour attendre les décisions de leur hiérarchie. Quand bien même ces hiérarchies interviennent, les juges qui, selon le texte réglementant leur fonctionnement, juste selon leur conscience et la loi, ça rime toujours à la volonté de l'exécutif. Donc, que ce conseil ait lieu ou pas, le seul avantage que nous en tirerons, ce sera que nous aurons des Camerounais qui vont retrouver des emplois. Oui. Pour le reste, j'ai souvent eu à le dire sur ce plateau, tant que nous n'aurons pas d'institutions fortes, tant que nous n'aurons pas une justice indépendante, un pouvoir législatif indépendant, un exécutif qui ne s'occupe que de l'exécutif, nous aurons toujours face à nous ce genre de malgouvernance. Ok. Voilà, Maître Biliga, l'article 9 de la loi 82/014 du 26 novembre 82 fixant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en son article 9, dit que le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de la mise en état des dossiers soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Comme a relevé Maître Russell Chemou tout à l'heure, on comprend donc que M. Minko a beaucoup de boulot là. Donc ce n'est pas pour demain, le Conseil. Tout à l'heure, je vous ai dit à l'entente de mon intervention que le fait qu'on ait changé des membres du Conseil supérieur de la magistrature n'implique pas obligatoirement qu'il y a une convocation. Oui. Puisqu'il y a cela un an, en mai 2019, on avait remplacé les membres manquants et le Conseil était entièrement constitué. On aurait donc pu imaginer que le mois qui suivait, qu'il y ait une session de Conseil. Donc, il n'y a aucune garantie. Il faut que cela soit dit. Il faut quand même que cela soit dit. Et les conséquences, cela soit dit. On va y arriver. Oui. Cela soit dit et répété. Qu'aucune disposition légale n'oblige le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, de convoquer à une date déterminée ce Conseil de la magistrature. C'est les choses qu'il faut dire. Maintenant, on peut faire les commentaires comme on veut. Mais c'est ça la réalité. Non, maître, permettez, je vais lire l'article 18. Les travaux, section 2, des travaux d'avancement des magistrats du siège. Article 18, alinéa 1, il est dressé chaque année pour le 1er juillet au titre de l'année budgétaire, bon, ça a changé, voilà, qui commence en cette date un tableau d'avancement des magistrats. Est-ce que cette disposition, chaque année, je reprends. Oui, si on rétablit, je reprends. Il n'y a aucune disposition qui dit que le Conseil supérieur de la magistrature doit se tenir. Maintenant, oui, on peut, sur la base d'un certain nombre de dispositions textuelles, comme dès que vous avez suivi, ou bien celle qui dit que les jeunes auditeurs de justice doivent être intégrés, voilà, etc., imaginer que cela doit être fait. Mais d'une manière claire et précise, la loi ne l'a pas indiqué. Il faut que ça soit indiqué comme ça. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai suivi mon grand frère Pensi, il a dit beaucoup de choses qui sont vraies. C'est-à-dire, on pourrait faire un procès de la justice aujourd'hui, on n'en finirait pas. Que ce soit du côté des magistrats comme du côté des avocats. Notre confrère ministre nous a fait des pics dernièrement sur une chaîne concurrente en parlant des avocats et de leur fiscalité. Donc il y a plein de choses qu'on peut dire sur la justice. Je suis peut-être, il a un peu dit également, un peu, je ne vais pas dire bien placé, mais il y a eu des choses que j'ai eu à faire parce que, en tant que membre du Conseil de l'ordre, nous avons eu, après la grève des avocats, il y a une grève qui a eu lieu avec l'affaire PAD. On a fait une grève. Nous avons été reçus par le ministre, à l'époque, le vice-premier ministre de la Justice, Amadou Ali. Oui. Et à la suite, il y a eu une commission qui avait été créée pour parler des problèmes d'avocats, avec comme président
le professeur Maurice Kamto, qui était ministre délégué à l'époque. On avait travaillé donc ensemble pour essayer de recenser les problèmes des avocats relativement à la marche de la justice. De la même manière, j'ai eu la chance pendant un bon bout de temps, même comme la commission aujourd'hui ne fonctionne plus en tant que telle, d'être membre de la comité de suivi et d'évaluation en charge du système judiciaire et du cadre juridique des affaires de la CONAC, Commission anticorruption. Notre commission, qui était présidée à l'époque par l'ancien ministre Simon Bolivar Ndjamé-Wandi, avait pour rôle de recenser les problèmes de la justice. Pourquoi est-ce qu'il y aurait par exemple corruption dans la justice? Pourquoi est-ce que les décisions sont rendues d'une manière pas toujours rapide, etc. Il y avait donc ce nombre de choses qui avaient été évoquées. Donc c'est pour dire que ces problèmes datent d'avant les 3 ans dont on parle. Pour dire qu'avant 2017, il y avait ce problème évoqué et que nous évoquons tous ici, de lenteur judiciaire, peut-être d'incompétence de certains magistrats. Et que ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas eu conseil de discipline depuis 217, de conseil de discipline de la magistrature, et parlant par le conseil de discipline, que cela pose énormément de problèmes. Maître Pensy a évoqué les problèmes de magistrats qui traînent avec la justice. Moi, j'en ai connu d'autres qui sont plus rapides avec les décisions, qui les rendent. Et que si aujourd'hui on les enlève, aujourd'hui là, pour certaines personnes, ce sera une sorte de recul, entre guillemets. Parce que ceux qui viennent, ils viennent de quelque part. Certains n'étaient pas des compétents là-bas, on les a envoyés à Douala, ils ont peut-être fait pire que ça. Donc je veux dire qu'il faut toujours relativiser la notion de nomination. Le grade appartient à l'individu, la fonction à l'État. Ce n'est pas nous qui notons les magistrats. Ceux qui notent les magistrats savent comment les noter. Et je terminerai pour ne pas vous prendre beaucoup de temps en disant que c'est par rapport aux auditeurs de justice. Il faut noter que ce soit pour les magistrats qui doivent avoir des promotions ou des auditeurs de justice, même lorsqu'on traîne, comme là, il n'y a pas eu conseil supérieur de magistrature en 2018 et en 2019, même lorsqu'il va siéger en 2020 ou en 2021, on tiendra compte du moment où tel magistrat devait être promu au niveau du grade. Et je dis au niveau du grade, c'est-à-dire soit une promotion du fait de la notation des supérieurs hiérarchiques, soit une promotion automatique du fait de l'année passée à ce grade. Donc, en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que le magistrat, peut-être certains sont pressés de pouvoir écrire sur leur cadre de visite, je suis un magistrat de 4e grade, mais lorsque le conseil va siéger, s'il y a les magistrats qui devaient être magistrats de 4e grade en 2018, ils le seront en 2018. Ceux de 2019 seront en 2019, ceux de 2020 seront en 2020. Donc, le fait que ce soit le même conseil de magistrature, cela n'implique pas qu'eux, ils auront tous le même grade au moment où... Donc, je vais dire qu'il faut dire des choses. Maintenant, on peut commenter comme on veut. Hein. Je ne voudrais pas... je pense que c'est un débat aujourd'hui qui est essentiellement un débat de juristes. C'est pour cette raison que la personne qui devait être ici pour le RDPC a demandé avec votre accord, que je la remplace, parce qu'elle n'était pas avocate. Donc je suggère que les termes du genre, que créateur, etc., qu'on mette ça de côté. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens ici. La justice n'a jamais été parfaite. Moi, j'ai lu les livres sur la justice en France, les affaires de Marseille, etc. Lorsque vous lisez, je vais raconter ça une fois ici. J'étais à Montpellier pour représenter le barreau et l'ancien bâtonnier Sama il y a quelques années, dans le cadre du Conseil national des barreaux de France. J'étais avec le bâtonnier actuel du Togo, il était à côté de moi, et si vous fermiez les yeux, vous aviez l'impression que vous êtes, comment je vais dire ça, au Cameroun, en Afrique. C'est-à-dire les mots que les avocats devant Mme Toubera, qui était ministre de la Justice à l'époque, et à l'époque, l'actuel président Macron était ministre de l'économie. Je vous assure que lorsque vous suiviez ce que ces avocats, les confrères parlaient de la justice, vous vous demandiez si vous n'êtes pas en Afrique. Ça veut dire qu'en fait, les problèmes de justice sont universels. Et je terminerai par ce que mon confrère vient de dire également là. Oui, nous sommes dans un système dans lequel le président de la République est le chef de l'État, la seule personne qui est nommée au suffrage universel, c'est elle qui est responsable. La séparation du pouvoir, oui, elle existe, mais cette séparation du pouvoir, il y a des passerelles
qui font que l'exécutif intervient dans le judiciaire intervient dans l'exécutif, etc. Prenons un exemple banal, deux exemples. Premier exemple, en France, qui a nommé le président constitutionnel, Laurent Fabius, c'est le président de la République. Qui nomme les membres de la Cour suprême aux États-Unis, c'est le président de la République. Il faut bien que cela soit clair. Or, le président de la République est de l'exécutif. La Cour suprême, on va me dire oui, dès qu'il les nomme, il n'a plus le pouvoir de les révoquer parce qu'ils sont nommés à vie. Mais non, mais ça c'est vrai, mais c'est lui qui les nomme. De la même manière avec Laurent Fabius qui nomme. Donc je veux dire qu'il ne faut pas qu'on se focalise. Ce n'est pas ça qui donne forcément de l'indépendance. Parce que il faut noter également que nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. Lorsqu'on parle des réquisitions, du ministère public, il faut bien noter que lorsqu'on parle, mon confrère le sait très bien, oui. Les magistrats du siège ont une certaine liberté vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la hiérarchie. Les magistrats du parquet sont soumis à la hiérarchie. Okay. Et tout le monde le sait. C'est-à-dire que quand le procureur de la République décide de suspendre, peut-être pour aller demander de réquisition, parfois elles sont même écrites, parfois verbales, c'est la loi qui le dit. Et c'est partout ailleurs, c'est pas seulement au Cameroun. Merci. Nous accueillons donc tout de suite Maître Narcisse Commun qui nous a rejoint, également avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir Maître. Il y a ce débat, le président a procédé hier à la nomination des membres titulaire et suppléant, ainsi que le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que cela présage d'une convocation d'un Conseil supérieur de la magistrature? Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les invités sur le plateau et ceux que vous recevez via les connexions électroniques. Je vais d'abord jeter des fleurs à Equinox qui, purement parce qu'il a diffusé il y a quelque temps une émission portant critique de cette léthargie dans laquelle était rentré le président de la République relativement à la convocation du Conseil supérieur. On a l'impression que les choses bougent parce que, voyez-vous, il y a des membres titulaires et suppléants qui ont été nommés, également le secrétaire permanent. Je dirais également que s'agissant du secrétaire permanent, M. Minko, qui a officié comme président de la Cour d'appel du littoral, c'est un monsieur qui nous a laissé bonne impression parce il faut dire que, comme dans le jargon sportif, il a mouillé le maillot. Maintenant, s'agissant de la nomination, je pense qu'elle présage de la tenue d'un conseil dans les prochains jours et nous croisons les bras pour attendre. Voilà, Maître Pensy, vous avez sorti une litanie de mots qui minent la justice aujourd'hui. Est-ce que le conseil qui sera forcément convoqué va résoudre tous ces problèmes? Est-ce que vous pensez que ce conseil-là, qui est attendu, va résoudre tous ces problèmes? Bon, d'abord, je vais dire, comme vient de dire mon excellent confrère Biliga, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que le président de la République n'a aucune obligation légale de convoquer. Ce qu'il faudrait, c'est que c'est lui-même qui doit se faire cette propre discipline. Or, le président a tellement de problèmes à régler qu'en définitive, personne ne peut prendre le courage, aucun ministre, de lui rappeler qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature qu'il doit convoquer. Et je dois dire qu'il y avait un gros problème qui est le fait que le prédécesseur du président Minko, le nouveau secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, était le haut magistrat Fouman, qui a été nommé membre du Conseil constitutionnel et sa place était vacante. Donc, tant qu'il n'était pas là, il n'y avait pas de secrétaire du Conseil de la magistrature et il n'y avait personne donc pour préparer les dossiers à présenter au président de la République. Parce que dans cette instance-là, le président de la République ne connaît pas les magistrats, en tout état de cause, il ne sait même pas souvent qui ils sont. La plupart du temps, d'ailleurs, sur les nominations, ce n'est pas lui qui va commencer à placer ces personnes. Ce sont donc des dossiers qui sont préparés par les magistrats
au niveau de la notation. Par exemple, le président du tribunal de première instance va noter ses magistrats, il va proposer à l'avancement. Le président de la cour d'appel va le faire pour les magistrats qui sont qui travaillent avec lui. Le président de la Cour suprême va noter les magistrats qui sont avec lui, et également il va noter et proposer les présidents des cours d'appel. S'agissant du parquet, vous savez très bien que les procureurs sont de la République sont sous les ordres du procureur général qui va les noter, mais lui-même, le procureur général, va être noté par le procureur général de la Cour suprême. Et ce qui se passe, c'est que dans la plupart du temps, les magistrats du parquet ont, eux, leur propre hiérarchie, et s'agissant du reste, ce sont les magistrats qu'on appelle les magistrats assis. Donc les magistrats assis, il y avait une théorie qui existait dans le temps qui concernait ce qu'on appelle l'inamovibilité des magistrats du siège, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les changer, les nommer ailleurs. C'est une théorie qui n'existe plus, même en France. Donc, ce que nous déplorons beaucoup, et je crois que Biliga l'a bien souligné, les problèmes dont nous parlons aujourd'hui sont des problèmes qui sont connus. Parce que, en 2016, déjà, nous avons été convoqués par le ministre de la Justice, le vice-premier ministre, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous avons évoqué ces problèmes. Ce sont des problèmes, on écrit tous les jours à la présidence de la République. Les justiciables eux-mêmes sont les premiers à se plaindre et à envoyer des écrits. Je peux vous assurer que, contrairement à ce que les gens croient, les Camerounais portent plainte contre les magistrats, contre un certain nombre de ceux qu'ils considèrent comme des abus. Étant entendu que dans certains cas, ce ne sont pas les magistrats souvent qui sont en cause. Il existe ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on appelle les moyens en personnel. Ils n'ont pas de moyens et il manque de personnel. Vous regardez au grec, vous allez regarder. Mais je dois dire également pour le gouvernement qu'il y a eu un certain nombre d'efforts qui sont en train d'être faits par des constructions dont déjà ils vont coûter assez cher. Rien qu'à Douala, il va y avoir un immeuble de 15 étages. Vous allez également pour les juridictions, vous allez avoir également ça à Yaoundé, et vous avez les travaux qui sont également ailleurs. Donc la justice, qui est un parent pauvre au niveau du budget du gouvernement, a reçu quand même de fortes d'argent, étant entendu qu'au niveau de la justice, vous pouvez également englober, je dis, tout ce qui concerne l'univers carcéral. Bon. Et sur ce point-là, je dois vous dire qu'il y a un investissement également très important pour les prisons, mais lorsqu'on a voulu construire une prison en Bankomo, les populations sont sorties avec les machettes parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une prison chez eux. Ils souhaitaient qu'il y ait la construction des hôpitaux et des sociétés. Donc ce n'est pas très facile, je dis, de diriger le ministère de la Justice qui a des problèmes multiformes. Mais s'agissant du problème aujourd'hui dont nous parlons, il faut savoir qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Malgré le fait qu'il y ait à la tête de notre ministère un magistrat compétent, un ancien magistrat, un très haut magistrat qui maîtrise les problèmes, il n'a pas la main sur tout. Et sur ce point-là, la léthargie dont vous avez parlé, qui concerne j'allais dire, tout ce qui va à la présidence, parce que tout ce qui va à la présidence rentre dans ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Et ça reste très longtemps. On dirait que ces problèmes-là, puisqu'au Cameroun, il y a une multitude de problèmes urgents qu'il faudrait régler, et surtout avec le dernier problème concernant le Covid-19, nous sommes dans une galère compliquée. Il faudrait également savoir que sur ce point-là, ça fait à peu près depuis plusieurs mois que les avocats ne travaillent pas, que les juridictions, il y a des renvois, il n'y a pas, j'allais dire, tout ce qui concerne
ces mesures-là pour pouvoir se protéger au niveau des juridictions. Et vous avez vu le nombre impressionnant des avocats qui sont morts ces derniers temps. Depuis le début de l'année, il y en a plus de 27. Et depuis qu'il y a le Covid, plus de 20 avocats qui sont décédés dans des conditions difficiles. Donc, nous exerçons un métier où les avocats, il faut une réforme, où il faut le monopole, où il y a une paupérisation croissante de la profession, où en même temps, les magistrats n'arrivent pas à rendre des décisions, où nous avons une justice qui est en panne. Et quand de l'autre côté, vous voyez qu'il n'existe aucune sanction, nous sommes dans ce que j'appelle aujourd'hui la bérésina. Donc je souhaite personnellement que le président de la République, compte tenu du fait qu'il y a maintenant un secrétaire qui va préparer des dossiers, puisse convoquer dans les prochains jours. Et vraiment, je supplie le chef d'État de pouvoir le faire pour qu'on puisse examiner et résoudre tous ces problèmes. Parce que, et je le répète toujours, là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Voilà, merci Maître Pensy. Je reste avec vous. De l'autre côté, Maître Narcisse Commun. Maître Pensy parle d'une justice en panne. Est-ce que ce conseil qui, normalement, doit être convoqué, va donc résoudre les problèmes? Beaucoup pensent que la priorité, bien l'essentiel, ce sera l'intégration des auditeurs de justice. Les autres, ce sera une espèce de jeu de chaises musicales. On va prendre les mêmes, on va tourner et on va retomber dans les mêmes travers. Mettez comment? Oui, Serge Alain, j'ai écouté mon confrère Pensy avec beaucoup d'attention et il a dit beaucoup de choses intéressantes. Seulement, là où nos chemins se séparent et où je cesse d'être d'accord avec lui, c'est qu'il voit plus les conséquences alors qu'il faut regarder déjà qu'est-ce qui est la cause de ce qu'on vit aujourd'hui avec cette espèce de dépétition de la magistrature. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut soulever. Il y a d'abord la paupérisation, pas seulement des avocats, mais également des magistrats. Les salaires des magistrats aujourd'hui, si vous prenez par exemple ceux qui officient dans les grandes métropoles comme Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres, ne leur permettent pas véritablement de travailler avec efficience. Parce que vous ne pouvez pas être préoccupé par des problèmes existentiels et l'on vous demande un rendement particulier. Sur un second point, et je vous rejoins lorsque vous dites que le Conseil il sera probablement convoqué quand le président le voudra, mais à la vérité, qu'est-ce qui va changer? Rien du tout, parce qu'on va prendre les mêmes et on va recommencer. Il y a un vrai problème dans l'administration de la justice au Cameroun. Ce n'est pas une administration qui est fondée sur le résultat. Maître Pensy a évoqué la notation des magistrats par les supérieurs hiérarchiques, distinctement selon qu'ils sont au siège ou au parquet. Mais à la vérité, les avancements au Cameroun n'obéissent pas à une logique de récompense du mérite. Vous avez des personnes, des magistrats, qui ne rédigent pas les décisions qu'ils ont rendues. Vous en avez qui, sur 15 décisions rendues, voient 14 réformées par les juridictions de recours. Mais ce sont ceux-là qui avancent. Et les plus méritants, qui est-il? D'autres sont oubliés dans les grades pendant plusieurs années. En réalité, il y a un problème aujourd'hui d'administration de la justice qu'il faut revoir de fond en comble. On pourrait convoquer des conseils supérieurs de la magistrature. En tout cas, le président pourrait le faire chaque année. Mais s'il n'y a pas un travail de fond, s'il n'y a pas un travail systémique, si on ne revoit pas le système tout entier, ça ne servira à rien. Parce que ceux qui, comme on dit au quartier, ont des parachutes et des godasses sont les mieux lotis, pendant que ceux qui se décarcassent et se tuent à la tâche ne voient pas toujours leur labeur récompensé par des dominations, soit des postes de président de juridiction, soit à tout autre poste au ministère ou dans toute autre administration. C'est ça le problème de la magistrature aujourd'hui. Et bien évidemment, lorsque vous avez des magistrats exposés et ainsi paupérisés, très tôt, ils sombrent dans la corruption. Ça, il faut le dire. La justice ne fonctionne pas chez nous parce qu'elle est hautement corrompue. Elle est hautement corrompue.
Vous ne pouvez pas donner aujourd'hui un avis à un investisseur sur une position jurisprudentielle, je veux dire, sur une position rendue par des tribunaux sur une question précise. C'est à la tête du client, même jusqu'à la plus haute juridiction du pays. Et là, c'est problématique. Donc, pour moi, il faut reformer la justice, il faut revoir la composition du Conseil supérieur de la magistrature, il faut donner un peu plus d'autonomie aux magistrats et revoir leurs conditions de travail et de rémunération. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait espérer un meilleur rendu de la justice. Voilà, maître, je termine avec maître Russell Chemont. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait comme ça changer après la convocation de ce Conseil supérieur de la magistrature, 3 ans après? Oui. Comme on disait déjà tout à l'heure, qu'est-ce qui va changer? On ne peut rien présager. Vous voyez autant de critiques sur le plateau de tous bords, bien évidemment, même si on essaie de sauver quelques meubles. Pour paraphraser mon confrère, le confrère Dupond-Moretti qui dit « La justice est la signature de ceux qui la rendent ». Et moi, un autre qui est plus gardé. Donc, il y a autant de cas. Et l'avantage que nous avons aussi, c'est que Nassé et moi, on peut témoigner. Nous avons été à une conférence du jeune avocat au Rwanda à Kigali très récemment. Nous avons vu comment se faisait la notation des magistrats. Et il a illustré tout à l'heure lorsqu'il parle de la rédaction des décisions. Vous avez ici des décisions qui sont rendues et qui ne sont jamais rédigées. À quoi sert la justice à ce moment si on a une décision et qu'on ne peut pas l'obtenir et l'exécuter? Vous avez aussi, dans la nomination, quel est le caractère objectif? Vous avez un président qui voit la majorité de ses décisions infirmées et reformées au niveau des juridictions supérieures, mais il est là, il avance, il garde, il porte parfois de la. Merci, maître Russell Chemont. C'est l'heure du journal. Merci. On revient à vous après le 20h de Cédric Nouvelet. Il est déjà là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos invités ce soir. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, Equinox met en lumière le travail des mineurs casseurs de pierres à l'extrême nord du Cameroun, activité dangereuse, en parfaite violation flagrante des droits des enfants. Et vous le verrez, la mort des enfants sur ces montagnes de pierres est devenue un fait banal à l'extrême nord du Cameroun. Comment en est-on arrivé là? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également cette question de sensibilisation face à la progression de la pandémie du Covid-19. Tenez-vous bien, sur près de 51 000 tests déjà effectués de façon officielle, près de 10 000 cas positifs de Covid-19 sont enregistrés. Des experts de santé publique sont inquiets et des médecins tentent cette fois-ci de sensibiliser les enfants sur les mesures barrières à respecter. Et des chefs d'établissements scolaires, quant à eux, font le bilan quelques semaines après la reprise des cours pour le compte du 3e trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Ils évoquent d'énormes difficultés à faire respecter les mesures barrières sur les campus scolaires. La nature de ces difficultés, nous en parlerons dans le journal de 20h, c'est Jalan. Nous évoquerons également dans la suite des séries, des reportages réalisés sur les difficultés d'accès à l'eau potable. Nous parlerons ce soir d'un quartier de Douala qui vit depuis 10 ans sans eau potable. Comment les populations réussissent-elles à pouvoir s'approvisionner en eau? Quels sont les dangers auxquels elles sont confrontées? Nous en parlerons ce soir. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de maître Emmanuel Pincy, maître Narcisse Ecomain, maître Russell Chemont, maître Joseph-Claude Bilega et maître Fabien Kenyé.
Retour sur le plateau, madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique. Nous sommes toujours en compagnie des avocats. Maître Fabien Kenyé en plateau avec moi, en face de lui, Maître Joseph-Claude Bidliga. De l'autre côté, nous avons Maître Emmanuel Pincy, Maître Narcisse Ekomé et Maître Russell Chemou. Voilà, je commence par vous, Maître Joseph-Claude Bidliga. Vous avez vu la couleur de l'eau à Dakar? Oui. Nous sommes à Douala, 3e arrondissement. Oui, malheureusement. Malheureusement, mais je pense que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Ceux qui sont en charge de nous fournir en eau doivent faire des efforts pour que nous puissions avoir de l'eau. Les justificatifs ne mentiront jamais. Oui. On dira toujours c'est cette raison, mais la femme, l'enfant et le parent, chacun a besoin de l'eau. On ne comprendra pas ces justifications. Mais je voulais quand même dire autre chose. C'est que lorsque je dis parfois certains comprennent ça mal, nous devons apprendre à parfois nous prendre en charge également. Dans plusieurs quartiers à Douala, il n'y a pas d'eau courante. Mais les gens se sont organisés à créer des forages. Oui. Des forages qui alimentent en eau et c'est ce qui est fait à Dakar aussi. Hein. Voilà, je crois qu'à Dakar et dans beaucoup de quartiers, il y a d'autres personnes qui ont des moyens, qui font des forages et donnent de l'eau gratuitement, aux autres populations. Je pense que l'État, quels que soient les moyens que l'État peut avoir, peut être limité dans ses moyens pour pouvoir en eau potable, en électricité, toute la population. Je ne justifie rien du tout. Mais je dis, face à cette situation, au lieu de boire de l'eau qui est de très mauvaise qualité, est-ce que les gens ne peuvent pas s'organiser, puisqu'ils le font très souvent dans les groupes, dans les réunions de quartier, par exemple, pour faire les autodéfenses. On contribue, par exemple, pour faire les autodéfenses dans tous les quartiers. On peut bien s'organiser en disant, on va cotiser pour faire des forages. Ça va permettre de nous rendre moins dépendants de la SINEC. Mais il y a la dame qui dit dans le reportage qu'il y a eu, on a cotisé, et après l'eau a coulé pendant quelques jours, et puis plus rien. Au lieu de cotiser pour donner à la SINEC, qui va vous dire qu'ils sont en train à Kamwata, on appelle SINEC parce que c'est ça qui reste encore, qui vont vous dire que oui, on a des problèmes de maintenance des tuyaux, etc. Et encore que vous savez, avec l'érosion, très souvent même, il y a même les tuyaux qui sont mis. Ouais. Lorsque l'érosion arrive, ces tuyaux sont coupés. Donc les gens, même parfois, c'est même pas la faute de Kamwata. Parfois, c'est tout simplement le fait que les tuyaux sont mis à cause du fait de l'érosion, les tuyaux sont mis au-dessus. Ils ne sont plus à l'intérieur et il y a les véhicules qui viennent parfois casser. Donc moi, je pense que la solution, c'est qu'au lieu de donner de l'argent à certains arnaqueurs, tout à l'heure on parle d'arnaque, ouais. Parfois même ce sont des arnaqueurs, autant peut-être se cotiser, créer 2 ou 3 forages par bloc. Les chefs de bloc peuvent jouer ce rôle. On le fait et je pense que c'est chacun qui sera servi. Maintenant, voilà. Cela ne dédouane pas l'État de son rôle de pouvoir donner de l'eau à sa population. Voilà, on va garder le meilleur pour la fin. Hein. Fabien Kenyé, ce sera pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi sur cette situation à Dakar. On va d'abord écouter. Voilà, Maître Narcisse, comment vous avez vu ces images qui nous viennent du 3e arrondissement de Douala? Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Nous sommes à Douala au XXIe siècle. Oui, Serge Alain, c'est déplorable. C'est déplorable et lorsque j'écoute le propos de mon confrère et grand frère Maître Bidliga, je suis un tout petit peu déçu parce que je trouve son propos très ambigu. Il faut reconnaître que l'État a démissionné de ses fonctions régaliennes depuis de nombreuses années. Parce qu'il faut dire que l'eau est un élément essentiel de la vie. Ne demandez pas à des populations déjà démunies et qui croulent sous des charges qu'elles n'arrivent pas à tenir, d'aller se cotiser pour faire des forages de fortune pour pouvoir survivre. Je dis ça, c'est pas sérieux. L'État a l'obligation de pouvoir les populations en eau. C'est essentiel et ça, vous le trouverez dans toutes les conventions internationales relatives à l'éducation, à la nutrition et tout ce qu'il y a autour. Alors, nous croyons sur des charges fiscales, même si d'aucuns nous ont traités de délinquants fiscaux au détour d'une émission télé. Et vous nous demandez à nous qui payons régulièrement nos impôts de nous cotiser pour creuser des forages. Je pense que ce n'est pas sérieux. Il faut faire aujourd'hui une introspection sur soi-même. Je veux parler de ceux qui nous gouvernent.
quand je parle de ceux qui nous gouvernent, je parle du parti de Maître Biliga et de celui de mon grand frère Pensi, pour qui a lamentablement échoué dans la gestion de ce pays, parce qu'il est inadmissible qu'à Douala, on soit dans des situations comme celle-là. Ça n'existe nulle part. C'est faux, non, c'est faux, excusez-moi. Mais là, c'est faux. Mon confrère Chemou Russell vous a pris tout à l'heure l'exemple du Rwanda, où nous avons séjourné il y a quelque temps tous ensemble. Mais je vous dis, il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure d'eau là-bas. C'est un pays qui est moins pourvu en énergie, en ressources que nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pour qu'on pense qu'on doit justifier même les justifiables. Je pense que les autorités ont failli et il y a cette pandémie qui est pire encore que le corona, les détournements massifs des deniers publics, parce que chaque directeur qui se retrouve à la tête des sociétés de production et de distribution d'eau s'en met plein les poches. La preuve, ils sont tous en prison et la situation ne s'améliore jamais. Donc je pense qu'il y a un échec criard des politiques de management à ce niveau et il faut que ceux qui nous gouvernent essayent de retrouver un peu de raison pour que les populations puissent vivre dans une certaine sécurité sanitaire. Russell Chemon, Maître Chemon, l'État a échoué? Oh, l'État a échoué, oui, l'État a échoué, non. Écoutez, moi je vais être ferme. Hein. Je pense que l'eau fait partie quand même de la vie. L'eau est au cœur du développement humain et socio-économique. Vous avez suivi quelque temps, certaines personnes se pensaient d'être des droits de l'hommistes. Mais le droit de l'homme, au niveau du gouvernement seulement, ce n'est pas défendre les personnes en prison ou libérer les uns et les autres, ou défendre certains gens à l'égalité, à l'accès aux fonctions et autres dans le cadre législatif. Mais l'eau aussi, c'est une question de droit. Voyez-vous, j'ai souvent mal et j'aime souvent utiliser cet exemple quand je parle du Rwanda. Vous voyez, eux, ils ont utilisé les ressources, les petites ressources qu'ils ont pour pouvoir aider, assister et permettre d'irriguer toute la population et donner de l'eau à la population. Rendez-vous compte, quand je suis mon excellent confrère, monsieur le trésorier Biliga, qui essaie de jouer un peu les équilibristes, je peux comprendre, c'est pas toujours aisé lorsqu'on voit un reportage aussi poignant d'Equinox qui sait mettre le doigt sur la blessure, dit qu'il faut que les populations s'organisent. Mais écoutez, si la décentralisation était mise sur pied, s'il y avait vraiment la décentralisation, sûrement on n'aurait pas attendu un décret de Yaoundé pour qu'il y ait de l'eau, on n'aurait pas attendu toute la paperasse, le formalisme qu'on sait au sein de la société qui s'occupe des eaux au Cameroun. Si le maire qui est proche de cette population avait les moyens, les capacités, était libre, il y avait une ligne de crédit qu'il allait directement à la trésorerie utiliser, ça aurait été une chose facile. Mais écoutez, on nous demande aujourd'hui de nous procurer en eau potable, mais on nous interdit de pouvoir réparer la route qui mène à notre domicile. Ne nous demandez pas une chose et nous retenez l'autre. Non, je pense que c'est grave et on peut trouver des solutions plus importantes. Et je vais finir, puisqu'aujourd'hui la question était, la thématique était consacrée à la magistrature. Je vais terminer sur ce point. Nous avons parlé du conseil qui arrive. Je nourris un espoir. Non, Maître Chemon, on va revenir. On fait d'abord le débrief. Vous permettez, on fait le tour d'abord. Maître Emmanuel Pensi, on a connu, nous, quand on était tout jeunes, hein, des bornes fontaines publiques. Où sont passées les bornes fontaines, Maître Emmanuel Pensi? Oui, à une époque, j'avais déploré. J'avais d'abord réclamé qu'il y ait des bornes fontaines. Mais je dois dire qu'il faudrait, quand on fait la part des choses, la critique est bonne. Mais il faudrait savoir que du fait de l'exode du rural, la ville de Douala s'accroît de 20 000 personnes par an. C'est-à-dire il y a 100 000 personnes tous les 5 ans. Et sans compter d'autres qui s'ajoutent dont on ne connaît pas le nombre. Et il faudrait également regarder par rapport à ce qui se passe ailleurs. La capitale de la Namibie, Windhoek, a un budget de 600 milliards de francs CFA, alors que la ville de Douala n'a pas cette somme-là. La deuxième chose, dont tout à l'heure certains confrères ont parlé, ils ont mélangé les critiques, c'est-à-dire au point de vue juridique, entre l'État et les sociétés d'État. Effectivement, des réformes ont été faites par l'État pour essayer, sous les conseils d'un ministre, d'arriver à améliorer la situation de la société qui gère l'eau du Cameroun. On a vu l'immense fraude que cela a entraîné
entre cette société marocaine qui appartiendrait, semble-t-il, à ce ministre-là et le reste. Donc, ça n'a pas amélioré la situation générale. Effectivement, ces personnes-là se sont mis à prendre de l'argent. On a eu des chantiers qui ne sont pas terminés. Et tous les jours, il y a de nouveaux chantiers. Donc, il faut faire très attention entre les efforts qui sont faits au niveau de l'État en haut à Yaoundé et le reste qui concerne des comportements qui sont des comportements de ceux qui dirigent les sociétés d'État. C'est deux choses au point de vue juridique de différents. Si bien qu'on retrouve le même phénomène ailleurs, c'est-à-dire la même société qui gère de l'eau dans tout le Cameroun. À mon avis, j'aurais pensé qu'on pouvait faire en sorte qu'il y ait au moins 3 ou 4 sociétés qui géreraient la situation de l'eau au Cameroun, ce qui permettrait d'avoir une saine concurrence et de donner des moyens effectifs aux maires pour pouvoir faire le travail. Parce que les bonnes fontaines, ce sont les maires qui doivent pouvoir le faire. Ce n'est pas un travail qui doit être fait par Camwater. Mais je peux vous raconter une histoire personnelle. J'ai eu des problèmes avec Camwater parce que j'ai eu à payer des factures d'eau en un an de plus de 700 000 francs. J'ai fait des réparations pour 350 000 francs. Et j'avais appelé Camwater pour venir réparer. Ils ont réparé. Après, ils ont raconté que c'était mes propres tuyaux qui étaient en panne. Donc, tous les jours, vous ne savez pas comment il faut faire. Et comme ils ont le monopole, ils vous imposent n'importe quoi. Vous êtes obligé de payer. Voilà donc une société qui n'est pas responsable, puisque si vous engagez une procédure contre Camwater, d'abord la situation ne va pas s'arranger au niveau des juridictions. Il y a ce qu'on appelle une protection des sociétés d'État par les magistrats sur instruction, et on arrive à ne rien faire. Donc ça fait des personnalités qui sont irresponsables et qui font du très mauvais travail. Donc ça ne m'étonne pas que l'on se trouve dans le cadre d'une ville qui est en train de s'accroître tous les jours et que les maires n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir le faire, et qu'on ait de l'autre côté des sociétés qui ont à leur tête des voyous, des voleurs, et dont la plupart sont actuellement en prison. Donc voilà la situation qui demande une réforme qui est certaine, parce qu'il est tout à fait inacceptable qu'en 2020, que l'on ne puisse pas avoir de l'eau potable dans les villes du Cameroun. Voilà, merci. Avant, rapidement, vous voulez rapidement, hein, oui, il y a non, Gagné qui doit parler. Oui, je voudrais quand même dire une chose. Hein. Moi, je dis, c'est très facile d'accuser les autres, de dire que les gens sont... J'ai dit ceci. L'État a son rôle de pouvoir donner de l'eau. L'État a le rôle de faire les routes. L'État prend le rôle de construire des écoles, de construire des hôpitaux. La question que je pose, confrère, si votre enfant tombe malade, vous allez à l'hôpital, vous trouvez qu'il n'y a pas d'hôpital, c'est fermé, il n'y a pas de médicaments, vous allez laisser l'enfant mourir en disant que c'est le rôle de l'État de sauver votre enfant. Vous n'irez pas chercher de l'argent pour aller à la pharmacie, trouver de l'argent pour sauver votre enfant. On est face à une situation. Il n'y a pas de l'eau. Ça peut être une défaillance de l'État. Je ne dédouane pas l'État. Que doit faire la population? Croiser les bras en disant oui, comme c'est le rôle de l'État, tant que l'État ne va pas construire, ne va pas me donner de l'eau, nous on ne va rien faire. Ou dire, comme l'État est défaillant, nous on va s'organiser pour donner de l'eau, pour sauver nos vies. Moi je l'ai fait à la Cité SIC. J'ai fait aménager avec mon organisation une source d'eau où plus de 100 000 personnes continuent à boire de l'eau aujourd'hui. Allez à la Cité SIC, demandez la source Mbappé, parlez de Maître Obligat, on vous parlera. Je n'ai pas attendu de l'État que l'État vienne aménager le forage. Donc je dis, arrêtez de penser que l'État doit tout faire à tout moment. Lorsqu'on crée un CES dans votre village, vous attendez que l'État vienne construire toutes les salles de classe. Parfois, les parents s'organisent pour construire des salles de classe. Et c'est ce que je demande. Et ça, c'est mauvais. Ok, merci, Maître Biliga. Voilà, Maître Gagné, on vous écoute attentivement. Hein. Serge-Alain, merci. C'est dur? C'est très dur? Je ne voudrais pas dire enfin, je n'ai pas besoin d'être dur. Oui. Les images sont déjà assez... Elles parlent beaucoup, les images. Oui. Je voudrais dire pour ceux des téléspectateurs qui ne le savent pas, que nous nous trouvons ici à un taxi de ce plateau. Que Dakar, où ces images ont été prises, se trouve à un taxi. Serge-Alain, voyez-vous, lorsqu'on en arrive à ça, dans la capitale économique,
la principale capitale économique d'Afrique centrale, je pose la question de savoir s'il faut en rire ou il faut en pleurer. Et c'est là, contrairement à ce que mon excellent confrère, monsieur le conseiller, Maître Biliga peut dire, c'est la manifestation, c'est la consécration de 38 ans d'échec. Je vais m'expliquer sur ce point-là. Si on avait un temps soit peu, Serge Alain, épargné les évacuations sanitaires dont bénéficie l'élite gouvernante, qui fait le rapt, qui a fait même basse sur la fortune publique, je ne pense pas qu'on vivrait cette situation. Si on avait un temps soit peu économisé un peu sur les 3 milliards de la CAN, dont on attend encore les réalisations, on n'en serait pas arrivé là. Sur tous les projets gigantesques, des grands éléphants, si on avait épargné un tout petit peu, on ne vivrait pas cette situation, surtout pas à Douala où nous nous trouvons. Il faudrait absolument le déplorer et marteler que c'est un échec cuisant et le dire. Les mots sont, je crois que je n'ai pas suffisamment de mots pour le dire, mais je voudrais m'indigner quand j'entends d'éminents confrères comme vous. Peut-être vous êtes dans le confort de vos quartiers UP, vous ne pouvez pas imaginer ce que vivent ces populations-là. Lorsque moi je vois des enfants qui patrouillent dans ces eaux-là, imaginez ce que cela peut engendrer comme maladie, Serge Alain, comme maladie diarrhéique. Alors, et surtout que nous n'avons pas de plateau technique sur le plan sanitaire ici au Cameroun. Quand on en vient à banaliser, à dire que la population peut se prendre en charge, alors que les gens parviennent à peine à se nourrir, ça se fait injure à ces personnes-là. On ne devait pas admettre ce genre de choses. Okay. C'est un terroir, c'est la manifestation, c'est la consécration, c'est l'échec assumé de 38 ans de règne de navigation à vue. Voilà, merci. Je vous aurais prévenu, madame, monsieur, Maître Kenyé, pour le mot de la fin. Voilà, on va donc rapidement faire le tour, 30 secondes, sur le sujet principal. Je commence par vous, Maître, par où on a commencé, Maître Emmanuel Pensi. En 30 secondes, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Le Conseil supérieur de la magistrature qui sera peut-être convoqué. Est-ce que les problèmes de la justice seront résolus? La justice, qui sont multiformes et très nombreux, seront résolus rapidement. Mais je voudrais quand même dire à la décharge des magistrats, parce que on plaide la charge et la décharge. Les magistrats, dans la situation qui est actuelle, c'est eux-mêmes qui s'occupent de leur propre bureau et qui font tout. Vous avez acheté l'ordinateur, acheté ceci, acheté cela. Et si vous allez là-bas, ils n'ont pas de moyens. Donc les magistrats font tout à Douala. C'est eux qui achètent les ordinateurs, c'est eux qui mettent des meubles, c'est eux qui aménagent leur bureau. C'est une situation qui est inacceptable. Moi, je suis allé au Gabon il y a 20 ans. J'avais une jeune nordiste qui travaille là-bas au tribunal de première instance et gagnait 3 millions. Elle a dit que je suis Camerounais, je ne peux jamais rentrer au Cameroun. Et elle avait les moyens de s'acheter une voiture. Donc, lorsque vous trouvez des magistrats, et un confrère l'a dit tout à l'heure, qui sont dans des situations financières difficiles, même si on vous dira qu'au point de vue indiciaire, ils commencent à un très haut niveau, c'est difficile également pour eux. Donc c'est difficile de faire un travail lorsqu'on se trouve sans moyens, dans des difficultés, dans de grandes villes, avec des dossiers très importants et qui sont juteux, et cela ne peut entraîner que la corruption. D'ailleurs, la Banque mondiale l'a dit, des institutions financières, le faible niveau des salaires est également un élément qui contribue à aggraver la corruption. Merci, Maître Pensi. Maître Chemou, Russell, votre mot de la fin. Oui, pour clôturer, je dirais tout simplement que, pour répondre, aucune disposition, j'ai entendu dire qu'aucune disposition n'impose au chef de l'État de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature, si, quand on lit les dispositions de l'article 18 et 19. Imaginez-vous un magistrat qui est suspendu par le ministre de la Justice et doit attendre 3 ans après pour être blanchi, pour qu'on puisse imaginer le préjudice. Bon, je pense qu'il faut être périodique, il faut être sérieux, il faut respecter les tests qu'on a soi-même, qu'on s'est soi-même imposé, parce que c'est un décret sur le décret du chef de l'État. Pour terminer, je terminais ce note d'espoir. Je parlais tout à l'heure du jeune magistrat de justice qui est décédé d'accident de circulation à Yaoundé, qui n'a jamais pu être magistrat. J'espère, je nourris le vœu que le Conseil supérieur de la magistrature, qui va se tenir très bientôt, va l'élever à titre posthume magistrat de premier grade. Je l'espère. Voilà, merci beaucoup, Maître Russell Le Chemou. Enfin, Maître Narcisse Sekomen. Voilà, Maître Narcisse Sekomen est parti. Fabien Kenyé, voilà.
Serge Alain, pour mon mot de la fin, je voudrais bien dire que, prenons l'hypothèse où le Conseil supérieur de la magistrature est effectivement lieu demain. Oui. Est-ce que cela empêchera que votre confrère Chouta, qui est poursuivi pour une infraction dont le maximum de la peine est de 6 mois, soit maintenu en prison? Est-ce que cela empêchera que le premier vice-président du MRC, Mamadou Mota, que son affaire soit renvoyée plus d'une fois? Est-ce que cela empêchera, Serge Alain, que les juges continuent à se soumettre à l'exécutif, alors que suivant le texte qui réglemente leur statut, il est dit qu'ils jugent souvent la loi et leur conscience. Donc il est question de faire les états généraux de la justice pour que la justice soit véritablement indépendante, et ce sera justice. Voilà, Maître Biliga, pour terminer. Oui, moi je ne parlerai pas de la justice, enfin de magistrat. Je suis en noir aujourd'hui parce que, comme l'arrivée que j'arrive chez vous, vous savez que nous avons perdu un grand homme au barreau de Cameroun, le bâtonnier Sama, que j'ai eu l'occasion de côtoyer parce qu'il m'avait désigné trésorier de l'ordre. Il part dans des conditions très dramatiques et, fort heureusement, il a laissé des traces au barreau. Les confrères de la promotion, Aboubakar, ces jeunes avocats qui vont venir encore garnir nos rangs, lui sont reconnaissants. J'ai été membre du jury, j'étais de ceux qui ont fait rentrer ces enfants-là. Et il y a également les autres choses très importantes, c'est un terrain, le siège de l'ordre, un terrain dans lequel sera bâti le siège de l'ordre des avocats. C'est le seul bien immobilier titré au nom des avocats que le barreau a eu jusqu'à ce jour depuis son existence. Et c'est sur le titre foncier, le nom du bâtonnier Samaye. On dit le barreau de Cameroun représenté par le bâtonnier Sama Francis Assanga. Donc il meurt, mais il reste. Je voulais rendre hommage à cet homme-là qui a beaucoup d'honneur pour le barreau, mais dont le nom a été traîné dans la boue. Le mien également, vous le savez, mais comme la vérité finit par triompher, on a montré que ce monsieur avait une haute idée du barreau de Cameroun. Et je voudrais prendre 5 minutes pour lui rendre hommage. Et il mérite. Merci à vous. On va dire merci à tous les avocats qui étaient là ce soir. Maître Pensi, Maître Narcisse, et comment Maître Chemon Russel, Maître Joseph-Claude Biliga, Maître Fabien Kenyé. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis une fois de plus. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Dakar.